Nous subissons aujourd'hui une justice politique qui veut interdire la liberté de pensée, la liberté d'expression, qui est elle-même instrumentalisée par des associations qui veulent imposer leur idéologie, leur doxa, à travers des décisions de justice. C'est-à-dire, comme elles n'ont plus les moyens de convaincre politiquement les gens, elles passent par l'intermédiaire de la justice pour s'imposer et pour imposer leur idéologie. C'est un système totalitaire, c'est le système soviétique sans le goulag. Au temps de l'Union soviétique, on était aussi condamné en justice pour ses propos anticommunistes ou antisocialistes. La seule différence, grâce à Dieu, c'est qu'il n'y a pas le goulag. Mais sinon, c'est la même logique totalitaire d'utiliser la justice comme moyen, comme une arme idéologique. Il a raison. Oui, il a raison. Il a bien Vous dites qu'il a raison. Non seulement il a Mais raison, pourquoi personne ne le dit alors? Excusez-moi, je passe mon temps à dire par exemple. Et pourquoi les hommes politiques ne le disent pas? Je vais vous dire. Il y a une section presse du parquet de Paris qui systématiquement cible les idées qui ne sont pas les siennes, mais par contre, exemple, lorsque je défère vers cette section des livres du Coran vendus en grande surface qui appellent au massacre des chrétiens et des juifs, ils ne bougent pas. Si ça n'est pas une... Eh bien, je pèse mes mots, qu'on me poursuive. Si ça n'est pas une section politique... Alors, cela étant... Ce que vous dites est terrible. Mais c'est terrible, mais j'en souffre... Franchement, ce que vous dites est terrible. Mais cher ami, j'en souffre... Ça me paraît encore plus important que le pass sanitaire, si vous me permettez. Ce ne sont pas des vrais magistrats, Il y a une hiérarchie. Je veux dire, ce ne sont pas des magistrats qui jugent. Autrement dit, il y a sans doute un problème à la 17e chambre correctionnelle, mais vous avez quand même une cour d'appel. Il arrive quand même que la cour d'appel de Paris fasse son travail, fasse son office. Vous avez une cour de cassation. Donc, ce que je veux dire, là où Zemmour a raison, vous avez quand même une section politique, vous avez un syndicat de la magistrature, le syndicat d'humour des cons, qui représente quand même une partie non négligeable des magistrats et qui ne jugent pas en fonction du droit, mais qui jugent dans leur propre conception de l'équité, mais qui est très particulière. Donc, malheureusement, et croyez-moi, je suis un avocat intellectuellement extrêmement malheureux, Zemmour n'a pas tort. Véronique Jacquet. On a bien vu qu'il y avait une justice politique au moment de la dernière campagne présidentielle, quand il y a eu justement une immixtion du champ politique dans la campagne pour mettre en examen François Fillon. À partir du moment où on le mettait en examen, on savait qu'il était mort pour être évidemment président de la République. Et moi j'ai interrogé, puisque j'ai écrit un livre sur François Fillon, j'ai interrogé justement des magistrats. Et pour eux c'était, on ne peut plus rester neutre, parce que cette personne va peut-être être président et il doit être blanc. Et nous on a décidé de laver plus blanc que blanc. On a vu aussi par exemple que Richard Ferrand, qui est pourtant mis en examen, est toujours en fonction. On n'a pas le même acharnement vis-à-vis d'un Richard Ferrand que d'un François Fillon ou d'un François Bayrou. Donc ça interpelle. On a vu aussi l'acharnement sur Nicolas Sarkozy, qui chaque fois s'en sort avec des non-lieux. Et on ne voit pas le même acharnement quand il s'agit de personnes de la gauche. Enfin, en tout cas pour Richard Ferrand, c'est quand même très très manifeste. Non, mais c'est vrai que ça interroge. On a souvent dénoncé effectivement le fait que la liberté d'expression est sous surveillance permanente en France par les lois mémorielles dont nous avions parlé, mais également par la possibilité qui est donnée aux partis civils de se joindre à des procès afin d'ouvrir des procédures qui sont des procédures automatiques. Moi, j'ai été victime de cela également. Vous faites un propos tout à fait anodin et vous avez quelqu'un qui va porter plainte contre vous. Vous êtes déféré devant un juge d'instruction, vous passez en procès, etc. Et vous perdez du temps, vous perdez de l'argent et tout ça pour essayer de vous intimider et vous faire taire. Oui, alors toutes les plaintes ne sont pas recevables. Si, vous avez alors sous ton contrôle, les plaintes toutes les plaintes sont recevables. C'est les plaintes dans un certain type de procédure sont des plaintes quasiment automatiques. Le rôle du parquet est prééminent. Oui, bien sûr. On l'a vu dans l'affaire Fillon. Et d'ailleurs, dans cette campagne électorale qui commence, tout l'électorat de droite qui a le sentiment qu'on lui a volé son élection en 2020, elle peut trouver en 2017, elle peut trouver dans ce qui se passe aujourd'hui une forme de revanche à travers Zemmour. Vous savez, cet électorat-là, l'électorat filloniste, il ne l'a toujours pas digéré. Mais encore une il est vent debout souvent. Faites la part de l'idéologie. Ne croyez pas que tout vient du gouvernement. On a une justice atomisée et parmi cette justice...
atomisé, on a un grand nombre de juges qui sont idéologisés. Alors moi, justement, je voudrais sortir un peu de l'explication idéologique. Éric Zemmour parle justement du poids des associations. Et ce qui est intéressant, c'est que ces associations, c'est devenu un véritable business. On l'a vu récemment avec le patron d'une association d'aide aux migrants qui a été épinglé par le Canard enchaîné parce qu'il se versait en fait des salaires mirobolants. 16 000 euros par mois. Voilà, 16 000 euros par mois. Oui. On voit bien que tout ça est un business et que on ne Il ne faut pas généraliser non plus, il y a des associations. Oui, bien sûr, mais il y a des associations qui instrumentalisent la justice pour recevoir des dommages et intérêts et que ça devient un fonds de commerce. Et SOS Racisme reçoit des subventions. Hein. La dernière chose que je voulais vous proposer d'Éric Zemmour, c'est qu'il ne veut plus parler de Vichy. Et il y a eu un échange un peu vif d'ailleurs avec Routel Krief et il explique maintenant pourquoi. C'est vrai que, comme on le branche, comme on l'interroge en permanence sur ces sujets-là, qu'il a dit ce qu'il avait à dire, écoutez ce qu'il a répondu sur ce sujet. Vous savez, moi je pense que je ne dérape jamais. Je dis ce que je pense. C'est mes adversaires qui appellent ça des dérapages. Vous connaissez le mot célèbre de Philippe Muret, les bien-pensants ne dérapent jamais, ils sont la glace. Donc moi je ne dérape pas. En revanche, là où vous avez raison, et je suis désormais soucieux de ça, c'est que j'ai une qualité qui s'avère un défaut, c'est-à-dire que c'est ce qui s'avère une faiblesse. C'est-à-dire que j'aime le débat politique, j'aime le débat intellectuel, j'aime le débat historique. Comme moi, je suis seul dans ce cas-là, et que ce débat historique que j'aime est dévoyé par des gens qui sont soit ignorants, c'est la plupart du temps, soit malveillants, et qui se servent de mon goût pour le débat historique pour m'enfermer dans une caricature de moi-même et pour pouvoir m'abîmer auprès de gens qui seraient proches de moi s'il n'y avait pas ces querelles historiques, j'arrête de parler de ça. Oui, je renonce, vous avez vu face à Routel Krief, maintenant, je ne tombe plus dans ces pièges, je refuse de parler de Vichy, etc. Parce que, tout simplement, je n'ai pas envie de servir de faire-valoir à des ignorants et à des malveillants.